Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Couchbase. On va s'intéresser aujourd'hui aux principales définitions à connaître dans le cadre de l'utilisation de cet outil et quelques concepts. On reviendra aussi dans d'autres concepts plus marquants et plus importants dans la prochaine vidéo. Alors, premier élément bien sûr, le cluster. Qu'est-ce qu'un cluster au niveau de Couchbase? C'est ce qu'on retrouve classiquement, je dirais, dans des bases de données répliquées et distribuées comme on les connaît en NoSQL. Il s'agit bien sûr un cluster d'une composition de 1 à plusieurs nœuds avec des caractéristiques qui peuvent varier suivant les nœuds, que ce soit en termes de ressources, donc que ce soit en CPU, en RAM, ou que ce soit au niveau de la version de Couchbase. Bien sûr, l'idée étant plutôt d'avoir quelque chose d'homogène, donc d'avoir des machines similaires avec des versions similaires et gérer des versions différentes uniquement quand on fait des upgrades, ce genre de choses. Un cluster, lui, donc, il contient à plusieurs buckets. On va voir ce que c'est juste après les buckets. On peut monter, je crois que jusqu'à 30 buckets par cluster. L'idéal étant d'éviter plutôt de dépasser les 10 buckets, puisque à chaque fois qu'on définit un bucket, on verra ça plus tard, on crée une allocation de ressources, donc que ce soit au niveau de la mémoire bien sûr. Cette allocation elle se fait par nœud, donc on va dire voilà, on a un cluster qui fait X nœuds et par nœud on alloue par exemple 10 Go de RAM, etc. Voilà. Alors, deuxième définition, le bucket. Qu'est-ce que le bucket du coup? Donc c'est un élément qui est assez central au niveau de Couchbase. Pourquoi? Donc d'une part parce que c'est là où on va pouvoir définir beaucoup d'éléments de configuration. Au-delà du cluster, on va pouvoir avoir des spécificités par rapport au bucket. C'est la couche logique. Si on fait la comparaison par rapport à des bases de données relationnelles, eh bien c'est ce qu'on pourrait appeler une database, ou pour ceux qui connaissent Cassandra, par exemple un keyspace, c'est une brique logique qui permet d'agréger en dessous des éléments physiques, donc des fichiers, globalement, qui sont représentés sous forme logique pour pouvoir être ensuite utilisés, donc que ce soit en termes d'indexation, que ce soit en termes de requêting, etc. Ces éléments contiennent, donc ces buckets contiennent à la fois des documents, principalement des documents, et bien sûr les index, on verra ça un petit peu plus tard. Il existe différents types de buckets. À l'heure actuelle, il en existe 3, mais à savoir que le premier étant memcached, il est plutôt historique et il est deprecated, il va être supprimé. Lui est exclusivement en RAM, en mémoire, donc il n'a aucune persistance. Le ephemeral repose sur les mêmes bases un petit peu que ce memcached, donc lui aussi repose essentiellement sur la mémoire, donc pas de persistance de la donnée, par contre de très très forte performance. Et puis le bucket de type Couchbase, on parle bien du type de bucket, hein. Ce type de bucket Couchbase, lui par contre, associe à la fois de la performance au niveau de la mémoire et de la persistance de la donnée, c'est-à-dire en cas d'arrêt, de perte de la machine, on va éviter de perdre de la donnée autant que possible. Donc avec une écriture sur disque, on verra dans une prochaine vidéo comment se passe ce fonctionnement d'écriture sur disque qui est très très intéressant, notamment avec le concept de memory first qui possède voilà, de forts avantages en termes de rapidité de lecture et d'écriture. Les vbuckets. Alors les vbuckets, comme son nom l'indique, c'est donc des virtual buckets. L'objectif des vbuckets, c'est de distribuer c'est l'élément de distribution, donc de partitionnement des buckets. Donc voilà, c'est le plus petit élément qui va permettre d'exploser les buckets en plusieurs morceaux, à savoir qu'on peut pas on dépasse pas le nombre de 1024 vbuckets par bucket. C'est l'élément de distribution et de réplication, donc en gros ça correspond un petit peu à ce qu'on connaît en matière d'Elasticsearch par exemple, en matière de sharding. Et bien là c'est équivalent d'un shard finalement, avec donc la notion de vbucket, on va dire standard, celui qui porte la donnée, et puis de réplica, c'est-à-dire celui qui va être l'élément de réplication, donc une copie du vbucket principal. Ces vbuckets sont donc distribués au niveau du cluster, au niveau de chacun des nœuds. Les réplicas sont aussi bien sûr distribués, et bien sûr un réplica n'est pas posé au même endroit sur le même nœud que son vbucket.
Pour ça, il existe une map, une table de distribution qui est valable à la fois au niveau du cluster, donc les nœuds du cluster savent où sont distribuées les données, mais surtout principalement le fort intérêt de cette map, c'est qu'elle est disponible au niveau des clients, de manière à faire en sorte qu'un client, quand il perd quoi, si on a une perte d'un nœud par exemple, et ben il va se référer à sa map et à l'actualisation de sa map pour passer des requêtes et pour pouvoir envoyer, quoi qu'il arrive, toujours soit au bon vbucket la bonne requête pour récupérer les datas qui correspondent, soit sinon au réplica. Les documents, alors les documents sont des sous-ensembles finalement de vbucket, et là c'est vraiment ce qui est ensuite l'élément de requêting. Le document, donc c'est basé sur un système de clé-valeur, même si on parle de document, mais il est basé sur un système de clé-valeur avec une clé qui est un ID de document, donc un ID qui doit être défini et unique, et puis une valeur, et cette valeur elle peut avoir deux formes, soit en format JSON, soit en format binaire. Le format binaire est un petit peu plus délicat puisqu'il ne va pas nous permettre de requêter, de travailler les valeurs, puisque voilà, on ne va pas pouvoir retrouver la donnée dedans. Par contre, le format JSON, lui, va permettre de travailler plus fortement les requêtes, notamment on le verra avec le format de requêting Nickel. On verra ça dans une prochaine vidéo. Ce document est composé de champs, de fields, et donc ça va permettre de structurer le document. On est en format JSON, donc on va avoir des listes, des arrays, etc., etc. Très important, un document est composé aussi de metadata, dispose de metadata. Ça va avoir un rôle assez important puisque suivant la taille des éléments qu'on va vouloir stocker, si par exemple on a très peu de documents mais de gros documents, ou à l'inverse on a beaucoup de documents mais des très petits documents, eh bien on va avoir tendance à, par exemple dans le deuxième cas, à surconsommer des volumes dédiés à de la metadata, puisqu'on va avoir vraiment beaucoup de documents, mais on a un volume de metadata qui va être, quoi qu'il arrive, qui va avoir un coût. Alors que si on est sur un nombre moindre de documents, à ce moment-là, on va moins surconsommer de la metadata. Donc il y a des approches qui peuvent être assez importantes, d'autant plus que Couchbase est fait pour gérer vraiment de très très grands nombres de documents. Donc du coup, ça peut être très impactant ce volet metadata. Un document appartient à un vbucket et éventuellement il est bien sûr répliqué, c'est plutôt ce qu'on va aller rechercher. Alors la réplication justement, donc c'est la duplication des partitions primaires, qu'on va dire, en rapport avec le nombre de nœuds. C'est-à-dire que Couchbase de base va être capable de lui-même de dire, eh bien écoute, par exemple là tu veux une réplication de 1, mais actuellement tu as qu'un seul nœud, donc tu ne pourras pas accéder à cette réplication de 1, et ainsi de suite. C'est-à-dire si on veut avoir une réplication de 2, il nous faudra au moins 3 nœuds, et ainsi de suite. Et donc il est utilisé bien sûr pour la haute disponibilité, et en cas de perte du vbucket, le réplica sera utilisé. Le client, alors il existe deux types de clients, mais à savoir que globalement on utilise principalement le client Smart Client, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Le Smart Client, lui, il va permettre donc de passer par cette fameuse map dont je parlais tout à l'heure, qui est la table de distribution, où chaque client va pouvoir savoir où trouver les vbuckets qui correspondent à ces documents et récupérer les datas qui correspondent et s'adapter en cas de perte de nœud, en cas de sortie de nœud. On parlera de failover et autre chose. Donc du coup, en cas de sortie de nœud, cette table sera mise à jour et du coup le client sera en mesure de répondre sans downtime bien sûr à la data qui va être nécessaire pour répondre à sa requête. Il existe donc un mode non Smart Client qui lui est du coup plus difficile puisqu'il ne dispose pas de cette map, et donc il a une nécessité de passer par un proxy intermédiaire qui s'appelle Moxie pour pouvoir réaliser un peu le même travail finalement que le Smart Client. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui, pour éviter de faire une vidéo trop longue avec trop de notions et trop de concepts. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.